Donc, vous voyez tous mon écran. Alors, si on reprend par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait vu les threads. Alors, les threads, on avait vu d'abord que ce sont des mini-processus qui peuvent s'exécuter en pseudo-parallèle. Ensuite, qu'il y avait deux manières de les programmer. Soit on héritait de la classe thread et on redéfinissait la méthode run, ou bien on implémentait l'interface runnable. Alors, vous pouvez rencontrer très souvent la deuxième manière. L'interface runnable, c'est la même chose. Elle contient une et une seule méthode, c'est la méthode run. Ensuite, on avait vu un petit peu qu'il faut programmer avec l'idée de thread safe. Alors, je vais reprendre ici. Donc ça, on avait vu l'exemple d'implémenter runnable. La manière d'instancier un thread est un peu différente. Donc je crée une instance et ensuite je lui passe deux threads de la classe thread et je lui passe la classe qui implémente l'interface. Et on a vu qu'on démarrait les threads par le biais de la méthode start. On a parlé aussi du cycle de vie général du thread en instancie. Il démarre, il n'est pas forcément en marche en fait. On peut l'endormir ou le mettre en wait. Et quand est-ce qu'il se termine? Quand il arrive à la méthode run. Donc si on fait un zoom, en fait, le thread, quand il démarre, il est prêt. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est on CPU. Donc c'est le scheduler du système d'exploitation qui va décider s'il va être on CPU ou pas. Il peut avoir un état endormi ou en mode wait. S'il est endormi, il sort à la fin de la période d'endormissement. S'il est en wait, il sort sur un notify. Alors, il peut être bloqué. On va voir cet état-là la semaine prochaine. Et fin du code, fin de la méthode run, il se termine. Donc, on a vu un petit peu que quand une classe, voilà, quand une ressource unique est partagée et est accessible par plusieurs threads, il y a un risque que les threads la laissent dans un état incohérent. Donc, il faut que les ressources uniques soient ce qu'on appelle thread safe. Thread safe. Ça veut dire qu'elles soient protégées dans le cas où elles soient accessibles par plusieurs threads. Alors, comment on fait en sorte qu'une ressource unique soit thread safe? C'est en utilisant le mot-clé synchronized. D'accord? Ça veut dire que on va identifier les méthodes critiques et les attributs critiques. D'accord? Pourquoi il faut identifier les deux? Parce que si tous les attributs et toutes les méthodes ne sont pas critiques, ce n'est pas la peine d'utiliser le synchronized partout. Donc, par exemple, ici, on a vu la semaine dernière pour dépiler et empiler, il faut que le thread détienne le verrou. Détienne le verrou sur quoi, grosso modo? Sur l'index et sur le tableau. Donc, grosso modo, sur toute la classe. Mais supposons qu'il y ait un autre attribut qui est critique, sur lequel il n'y a aucun risque d'accès concurrent, on peut ne pas verrouiller toute la classe. C'est-à-dire que quand on met le mot-clé synchronized ici, dès qu'un thread rentre dans la méthode pop, il prend le verrou sur tout l'objet stack, tout. Que les attributs soient critiques ou pas. Mais ici, comme les deux attributs sont critiques, ça nous arrange. Donc par la suite, quand est-ce qu'il le relâche? Il le relâche à la fin de la méthode synchronized this. Donc quand vous mettez synchronized ici ou synchronized this, c'est la même chose. Donc il faut, si on le fait sur la méthode pop, il faut aussi le faire sur la méthode push. Parce que les deux méthodes sont critiques. Donc ça veut dire que tous les threads qui accèdent voilà, qui déclenchent cette méthode, prennent le verrou sur l'objet stack et ne le lâchent qu'à la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'ils le prennent, ils vont finir leur job de A jusqu'à Z. Ça veut dire que simplement, quand ils commencent la méthode push qui est synchronized, ils prennent le verrou. Le scheduler peut les arrêter, mais s'il y a un autre thread qui prend la main, il ne va pas trouver le verrou. Donc il va sortir, et ensuite ce thread initialement qui faisait du push va attendre son tour pour reprendre et refaire index++. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas interrompu, mais il peut être interrompu. Mais comme il dispose du verrou, eh bien, personne ne peut faire quoi que ce soit sur cet objet-là. Il ne peut le faire que quand on libère le verrou, donc c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Une méthode synchronized, quand vous mettez synchronized ici, ça équivaut à la synchronisation de tout l'objet. Récupération du verrou. On a vu un petit peu aussi que l'idée aussi, donc on a parlé un petit peu de cet exemple-là.
L'idée par la suite, c'est de voir comment est-ce que les threads interagissent les uns avec les autres. Donc, on a vu d'abord comment est-ce qu'on protège ou on rend une ressource unique thread safe par rapport à un ensemble de threads qui y accèdent. Mais la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un moyen pour faire interagir les threads les uns avec les autres? Pourquoi est-ce que je cherche à faire interagir les threads les uns avec les autres? Pourquoi je cherche à les faire interagir? Vous avez une idée? C'est une question. Mohamed, Rawa, Mohamed Khmiri, Driss, Emna, Alaeddin. Vous avez une réponse? Vous êtes là d'abord ou pas? Oui, madame, maman. Le résultat pour un autre, je sais pas. Hein? Ok. Vous n'avez pas d'idée? On peut s'imaginer, on peut matérialiser. C'est le fameux dîner des philosophes, c'est la fameuse ressource unique. Par exemple, nous avons le problème de l'égouttoir. C'est le problème qu'on avait abordé la semaine dernière, le problème de l'égouttoir. L'égouttoir, c'est là où on met la vaisselle et on va ensuite prendre la vaisselle pour la sécher. On peut s'imaginer qu'il y a un certain nombre de threads qui lavent la vaisselle. Donc, les ressources partagées, c'est l'égouttoir. Oui, je vais disposer la vaisselle. Donc, il y a des threads qu'on appelle des threads producteurs qui vont laver, voilà, faire des pushes, grosso modo, mettre des choses dans l'égouttoir. Donc, produire des choses dans l'égouttoir, voilà, dans la ressource unique. Et il y a des threads qui vont vider l'égouttoir. D'accord? Donc, pourquoi dans ce cas qu'on peut généraliser, ça veut dire qu'il y a N threads producteurs et N threads consommateurs. Et les NMN, en fait, ils accèdent à une ressource unique qui est l'égouttoir. Pourquoi, dans ce cas, je cherche à faire interagir les threads entre eux? Bien sûr, on a résolu le problème. C'est quoi le premier problème? Le premier problème, c'est que l'égouttoir doit être thread safe. Thread safe, ça veut dire une fois qu'un thread a commencé à produire, je ne peux pas l'arrêter jusqu'à ce qu'il finisse de mettre correctement des choses dans l'égouttoir et ensuite les autres threads peuvent manipuler la ressource qui est thread safe. Ça, c'est la première question qu'on s'est posée. Deuxième question, pourquoi est-il maintenant intéressant quand j'ai plusieurs threads qui cherchent à accéder à une ressource unique, producteur et consommateur? Pourquoi je cherche à les faire interagir entre eux? Je m'attends à faire interagir. Voilà, en fait, à gérer des interactions entre les threads. مش تعرف كيف ما شكون غادي في يعمل فيها الأكسيون ديك وقتها ولا Non, pas forcément. وإذا كان En وحدة fait, tu n'as pas la main une fois que tu as démarré les threads. ما تنجمش تحكم شكون باش ياخذ ويخدم عليه les gouttoirs ولا شكون مش ما عندوش حق يخدم عليه. C'est le scheduler. Une fois qu'ils sont tous démarrés, un producteur, un consommateur, tu n'as plus la possibilité de décider. C'est uniquement le scheduler qui décide qui va accéder à cette ressource. Donc, c'est pas pour ça. D'accord? C'est pas pour décider qui va y accéder ou qui va pas y accéder. Est-ce qu'il y a une deuxième suggestion? C'est une suggestion intéressante. Une fois, je répète, qu'ils sont démarrés, il n'y a plus le moyen de maîtriser, sauf un petit moyen, c'est les priorités. Et encore, la dernière version de la GVM, on peut mettre des priorités. Et ce n'est pas une garantie, c'est une probabilité. Tu as plus de chance. Au fois, des JVM, ils prennent plus en compte, on a comme un document sur ça, qui prennent même plus en compte cette priorité. Bon, je veux dire, tu leur donnes plus de chances d'utiliser la ressource unique. Est-ce qu'il y a une autre suggestion? مادام مثلا إذا كان ما فماش برودكتور ما فماش علاش الكونسوماتور مثلا باش يستعمل الوحدة هكا
Non, c'est vrai. Oui, plus ou moins. Est-ce que quelqu'un peut préciser la question? Préciser. Quel est l'objectif final? Un premier objectif, c'est de protéger et de rendre la ressource thread safe. Okay. Deuxième objectif, en fin de compte, c'est d'améliorer les performances. C'est d'améliorer les performances, ça veut dire d'accélérer le mode de fonctionnement naturel, d'accord, de ce système. Je m'explique. Quel est allé au système tel quel? Si jamais les gouttoirs est abba, d'accord, jamais les gouttoirs est abba, ou comment dire, le scheduler peut donner la main à qui? Il peut donner encore la main au producteur. هو les gouttoirs معبي. Comme le scheduler il fait un choix aléatoire parmi tous les threads, il peut encore donner la main au producteur. Or, les producteurs ne peuvent plus mettre quoi que ce soit dans les gouttoirs. Donc, ça ne sert à rien de leur donner la main. Donc, on fait وقت ونخدم فيهم pour rien, puisqu'ils ne vont rien faire. باش يدخل الميثود بوش باش ياخذ الكلي باش يلقاها pleine وباش يعاود يخرج. Donc, pourquoi cette perte de temps? Si les gouttoirs est vide, pourquoi laisser le système naturellement donner la main au consommateur? باش يدخلوا الميثود باب معناتها la méthode d'épiler باش يلقاو البيلي فيد ولا les gouttoirs vides باش يعاود ياخذوا الفيرو ويعاود يخرج. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a aucun sens. Mais si vous ne le faites pas, vous ne maîtrisez pas. معناتها عندك un producteur et un consommateur. وعندك scheduler floast. Rien n'empêche le scheduler de, malgré que les gouttoirs soient pleins, de redonner la main à un thread producteur et à un autre thread producteur. Rien ne l'empêche aussi de faire le sens inverse. Si la pile est vide, de redonner. Il y a je aléatoirement, il y a je le producteur. Qui met le consommateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire vous ne maîtrisez en aucune manière les interactions des threads entre eux par rapport à cette ressource thread safe. Ça veut dire quoi? Je m'explique. C'est-à-dire, idéalement, c'est quand les gouttoirs est plein, c'est d'endormir les producteurs et de réveiller les consommateurs. Et quand les gouttoirs est vide, d'endormir les consommateurs et de réveiller les producteurs. Donc de trouver un moyen, en fait, de notifier les producteurs, de les réveiller, de leur dire la ressource est disponible pour vous, et d'endormir en même temps les consommateurs. Ça ne sert à rien qu'ils se réveillent. Et vice-versa. C'est quelque part aller chercher à optimiser les accès à cette ressource. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais c'est une perte de temps énorme. Ok. Donc, comment est-ce c'est ce que moi j'ai appelé comment gérer les interactions. En fait, quand les consommateurs sont endormis et les producteurs qui se réveillent, and so on. Eh bien, on va utiliser notre mécanisme qui est le mécanisme des wait et des notify, mais qui ne peut fonctionner que si la ressource en elle-même est thread safe. Ça veut dire conjointement à l'utilisation du mot-clé synchronized. Et là, ce document, je vais le mettre aussi je prends toujours l'exemple complet de la résolution du problème du producteur-consommateur, comme ça on a une vue d'ensemble. Je vais vous donner aussi un autre document qui est extrait un petit peu du chapitre, il s'appelle, vous voyez un petit peu ici, chapitre 9, qui est l'extrait du livre que normalement a dû vous donner, que vous avez sous le coude pour l'atelier Java. Donc au bid, au fil des éléments à l'effet. Donc revenons un petit peu ici à nos moutons, affichage, mode plein écran. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est la première partie, là ce qu'on va voir c'est plutôt les interactions entre threads, le wait et notify. Donc ici ils ont matérialisé la ressource ou les gouttards par la traduction anglaise, le draining board. Draining board. If draining board is empty, draining board.wait. Ça veut dire que s'il est vide, je vais demander à tous ceux
qui y accèdent d'attendre. Bien sûr, ceux qui accèdent, ce sont les consommateurs. D'accord? Et si il y a un producteur qui rajoute un item, par exemple un plat, je vais notifier ceux qui sont en attente du draining board. Quels sont ceux qui sont en attente? Ben, ce sont ceux qui ont été mis en wait, ça veut dire les consommateurs. Donc, on arrive un petit peu... ça ne veut pas dire que c'est un problème simple à résoudre, mais on va le voir dans son ensemble. On va voir tout le code. Ça, c'est le code un petit peu complet. D'accord? Alors, le code complet, c'est un code qui utilise simplement deux threads. Donc, quand l'un s'endort, je réveille l'autre. Quand l'autre... voilà, c'est deux threads uniquement. Vous voyez un petit peu le test initial, la classe de test, un mais. Ici, j'instancie la ressource qui est thread safe, la stack, l'égouttoir. D'accord? Alors ça, c'est un exemple, pardon. Ce n'est pas encore un exemple d'interaction, mais on va le voir quand même. Ici, j'ai le thread producteur et là, j'ai le thread consommateur. J'instancie les deux threads parce qu'ils sont du type runnable et je les démarre. Donc ici, le producteur a accès à la ressource unique de stack par le biais du constructeur. Il démarre. Ce n'est pas encore l'exemple wait and notify, hein, je le rappelle. Et donc pour i allant de 0 jusqu'à 10, il génère un caractère aléatoirement. Il va le mettre dans la pile. Et il fait un affichage ici et il s'endort. Donc la méthode sleep génère une exception, c'est pour ça qu'on va la catcher. Et il s'endort pendant 100 millisecondes. Ensuite, le consommateur, il a accès à la ressource unique, la même ressource qui est passée via le constructeur. Ensuite, il dépile. Et une fois qu'il a dépilé, il a fait un affichage. Et il s'endort pendant un nombre aléatoire. Voilà. Ici, la pile est synchronisée. Vous avez la méthode pop. Ah si, et la méthode push. On a quand même ici on a quand même un premier type d'interaction intéressante. Donc je reprends. Il y a quand même une interaction ici. Le démarrage, le main, le producteur, le consommateur et enfin la stack. La stack possède un index, un tableau de chaîne de caractères, une méthode pop et une méthode push. Les deux méthodes sont synchronisées. Ici, tant que l'index égale 0, ça veut dire la pile est vide. Ceux qui arrivent sur le thread, ceux qui arrivent sur cet objet par le biais de la méthode pop, ça veut dire les threads, rentrent en wait. Et quels sont ceux qui utilisent la méthode pop? C'est bien sûr les consommateurs. Ils attendent. Donc, ils relâchent le verrou. Donc, ils sortent, ils relâchent le verrou et ils vont enrichir la file d'attente du wait. Une fois que quand je sors de cette boucle, j'ai donc tant que l'index égale 0, c'est pas un if, hein, c'est tant que. À la fin de cette boucle-là, je notifie les threads, le thread, parce qu'il n'y en a qu'un seul, je fais un notify, je diminue l'index et je retourne le sommet de la pile. Et vice-versa, la méthode push, si la pile est pleine, les threads qui entrent dans la méthode push libèrent le verrou et rentrent dans la file d'attente du wait. À la fin du while, ici, ça veut dire si la condition devient fausse, je notifie, je mets l'index dans le caractère dans le sommet de la pile et j'augmente l'index. Maintenant, est-ce qu'il y a une question, sachant que cet exemple-là est simple dans le sens où il y a un producteur et un consommateur? Mais il n'y a pas une grande différence avec l'autre problème. Est-ce qu'il y a une question? Voilà, on peut avancer. Donc ici, on avance. Pas de questions? Ici, un petit peu les états d'un thread qui sont un peu plus détaillés que l'autre. Le thread, quand je l'instancie, il démarre, il devient éligible. Ensuite, quand il devient éligible, il devient actif uniquement sur la décision de l'ordonnanceur. Le yield, ici, c'est une étape deprecated. Quand il est actif,
il est actif à un moment donné. Donc, il y a une file d'attente de tous ceux qui sont éligibles, qui est là. Et à un moment donné, il devient actif parce que l'ordonnanceur lui a décidé de lui donner la main. Maintenant, il rentre dans un... Il va demander le verrou. D'accord? Il demande le verrou, il va s'exécuter. Quand il va s'exécuter, il trouve un wait sur l'objet. D'accord? Il rentre dans la file d'attente du wait. Et il libère le verrou. Quand il sort du wait, il va pas revenir en mode fonctionnement directement, il va revenir éligible. Et quand il devient éligible, c'est l'ordonnanceur qui lui donne la main, il va redemander le verrou. Ben, ça dépend, il va le trouver ou pas. Etc. Il rentre en mode wait, il libère le verrou, il reste en file d'attente. Et quand est-ce qu'il sort de la file d'attente du wait? Il y a cette flèche qui est là. Il sort de la file d'attente du wait sur un notify. Et quand vous avez plusieurs threads en wait, il vaut mieux utiliser un notify all. Alors c'est ce qui est dit ici, remarque importante. Dans un bloc synchronized, le processus peut être actif ou préempté par l'ordonnanceur. Lorsqu'un processus reçoit un notify, il n'est pas forcément réactivé immédiatement. Il peut avoir à attendre que notre processus relâche le verrou sur l'objet synchronisé courant. Donc, ce n'est pas parce qu'il sort du bloc Notify qu'il refonctionne automatiquement. Déjà, il doit être éligible, ensuite, il doit reprendre le verrou. Alors ici, quand est-ce qu'il est en attente sur un slip, on peut voir aussi la méthode join. D'accord? Et quand il sort du slip ou du join, il ne remarche pas directement, il devient éligible. On peut voir ici... bon, on va voir d'autres méthodes. Normalement, il y a... On a vu un petit peu l'essentiel sur le... Bon, vous pouvez voir ce code tranquillement chez vous. Je pense qu'on a vu un petit peu l'essentiel sur les interactions entre threads. Ce qu'il reste, c'est un petit peu de voir la méthode join. Donc l'essentiel, c'est ça. Si une condition est vraie, que ça ne sert à rien d'utiliser la méthode pop, je fais un 10. Pourquoi je ne mets pas un if ici? Allez, je ne mets pas un if. if il vérifie une seule fois ou il passe. Voilà, if, il vérifie une seule fois et il passe. Alors que l'année, tous les threads, je dois revérifier cette condition. Ça veut dire que quand je fais if l'année, en fait, il se pourrait qu'un autre thread ait changé l'état de l'index et que cette condition devienne donc fausse. C'est assez délicat. Hein. C'est pas un if, attention. Donc, juste une seconde, s'il vous plaît. Alors, il y a une autre méthode pour gérer les interactions entre threads, c'est un peu une méthode différente, c'est la méthode join. Join, ça permet qu'un thread attende la fin de l'exécution d'un autre thread pour finir son job. Donc, le join, ça veut dire quoi ici? Donc, on va voir. Alors, il est très simple pour qu'un thread d'attendre qu'un autre thread soit terminé. Il suffit d'utiliser la méthode join. La méthode join, c'est une méthode de la classe thread. Ce n'est pas une méthode de l'objet. Wait et notify. C'est l'objet qui fait un wait sur lui-même et c'est l'objet qui fait le notify. Là, le join, c'est une méthode de la classe thread qui bloque le thread jusqu'à ce que le thread courant se termine. Ça veut dire que T1.join permet aux autres threads en cours, ça peut être le main, d'attendre la fin de l'exécution de T1 pour finir leur job. Je m'explique ici. Alors, vous avez un thread runnable ici, un thread qui a déjà démarré. Vous avez un thread T qui a aussi démarré. D'accord. Et on fait T.start et on fait T.join.
Quand est-ce qu'il y aura l'affichage de cette méthode-là, cette valeur-là? Je vais vous expliquer un peu plus correctement, je pense, le concept du join en basculant vers un autre exemple extrait du livre chapitre 9. D'accord? Parce que cet exemple-là, peut-être dans le cours, n'est pas. Le join est très facile. Hein. Vous pouvez lire tranquillement ce livre. Alors, on va voir que ça, c'est le démarrage, les différentes techniques de programmation. La priorité d'un thread, vous pouvez instancier un thread et lui associer une priorité. Par exemple, set priority à 8. T.start. Ce qu'ils vous disent ici, c'est que priorities are set using a positive integer, usually between 1 and 10, and the JVM will never change the thread's priority. However, the values 1 through 10 are not guaranteed. Donc, ce n'est pas une garantie, d'accord? Alors, il y a des constantes liées à thread. Alors, la méthode join, c'est une méthode non statique de la classe thread. On peut faire thread t égale new thread, t.start, t.join. Ça veut dire quoi t.join? Ça veut dire tous les threads qui ont précédé l'exécution de ce thread-là ne vont pas finir leur job à eux tant que t n'est pas terminé. Alors je prends ici ce qui est écrit en anglais. The preceding code takes the currently running thread, le thread courant, ça peut être un main par exemple, and join it to the end of the thread referenced by t. Alors ça veut dire quoi t.join? Ça veut dire join me. T dit au thread qui le précède, attendez-moi. Ne finissez pas votre job tant que je n'ai pas fini. So, c'est à traduire join me au thread courant. So that T must finish before the current thread. Ok. On peut faire un exemple ici. Par exemple, vous avez un exemple. On a fait thread B égale un new thread d'une classe runnable et on a démarré B. D'accord? Ensuite, B, on a fait B.join. Ici, on va supposer qu'il y a déjà un A qui fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a deux threads. Il y a un bounce between A et B. Il y a un affichage A is running, B is running, A is running, B is running. Ensuite, il y a B.join. Ça veut dire join, B va demander au thread A de ne pas se terminer tant qu'il n'a pas, lui, fini son job. Ça veut dire A joins to the end of B. Ça veut dire on va attendre que B finisse, thread B complete. Ensuite, thread A peut démarrer et finir son job. Ça veut dire grosso modo que A n'a pas le droit de se terminer tant que B n'est pas fini. Donc ça, c'est une autre manière aussi de faire interagir directement les threads entre eux. Donc on a vu la synchronisation du code. Je vous laisse un petit peu... Madame, Oui, voilà. شو الفرق ما بينها وبين sleep? join و sleep شنو الفرق ما بينت؟ Alors le sleep, c'est absolument pas une interaction entre threads. Sleep, c'est une commande pour endormir un thread, indépendamment du fonctionnement des autres threads. J'endors un thread, et c'est moi qui décide de le faire. Par contre, le join, ça veut dire automatiquement demander au thread précédent d'attendre la fin du fonctionnement du thread qui a fait un job. Donc c'est réellement une interaction entre threads. Ça n'a rien à voir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, madame. Merci. Donc, quelque part, pour faire interagir les threads, vous avez deux solutions. Soit le join, soit une manière un peu plus subtile qui font wait et notify. Donc, j'insiste sur le fait que wait et notify, c'est vraiment gérer les interactions entre threads. Mais c'est l'objet qui gère l'interaction, c'est l'objet.
l'objet يقول فما عباد يقول لهم wait فما العباد يقول لهم notify هو اللي quelque part chef d'orchestre. Ça veut dire par le biais de l'objet je gère les interactions. Par contre le join c'est le thread qui décide, qui dit aux autres threads de l'attendre. Ce n'est pas la ressource partagée. T.join T indique au thread précédent de l'attendre, de ne pas finir tant que lui n'a pas fini. Donc deux scénarios, c'est l'objet qui gère les interactions des threads qui veulent accéder à cet objet, pas dire qu'ils veulent lui accéder, mais qu'ils veulent y accéder. Et le join, ça permet à un thread de décider du comportement des autres threads. J'allais dire autre chose, le sleep. Le sleep, c'est le développeur qui décide d'endormir le thread pendant un certain temps, indépendamment du comportement des uns et des autres. Par exemple, voilà, pour ralentir un petit peu le fonctionnement. Parce que sinon, si vous ne faites pas le sleep, c'est l'ordonnanceur qui décide si le thread est en CPU ou pas. Par contre, le sleep, ça donne un moyen au développeur de ralentir le fonctionnement du thread. Quelque part, de décider si le thread est actif ou pas. Sinon, c'est l'ordonnanceur qui décide s'il est actif ou pas. مثلا تنجموا تستعملوها كي تعرفوا par exemple il faut un peu ralentir le système. Ralentir. Il faut attendre que le message arrive. Le message prend 1 minute pour arriver. Ça ne sert à rien que le thread démarre, il ne trouve rien. Par exemple, les gouttoirs, les gouttoirs, donc ça ne sert à rien que les producteurs se réveillent régulièrement. Il vaut mieux attendre. C'est vraiment selon le cahier des charges que vous allez pouvoir un petit peu décider d'utilisation ou pas de la méthode sleep. Vous voyez un petit peu dans l'exemple que j'ai donné, le sleep est utilisé pour empiler un peu plus lentement. Alors on a vu dans l'exemple c'est d'introduire un ralentissement. Le run, il fait un pop et le développeur demande de ne pas faire un pop, de s'endormir entre chaque pop. Thread.sleep. Sleep, c'est une méthode de thread. Join, c'est une méthode de thread. Donc il remplit, il s'endort, ensuite il se réveille. Il remplit, il s'endort, ensuite il se réveille. Vous pouvez vous passer de cette ligne-là, mais dans ce cas, c'est uniquement le scheduler qui décide, ou l'ordonnanceur qui décide. Est-ce qu'il y a une question sur ce chapitre qui est vraiment un très grand chapitre là, hein? C'est pas, on ne peut pas dire que l'aspect, la programmation concurrentielle est un très grand chapitre. Par exemple, ce qu'il faut savoir quand on utilise des collections en Java, qui met le vecteur est naturellement thread safe. Par exemple, qui n'aime chez Chouf Javadoc, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont fait l'API Java, ils ont réfléchi à ce problème et donc beaucoup de collections sont thread safe. Mais si elles sont thread safe, ça veut dire aussi que l'utilisation du vecteur peut entraîner un ralentissement du système. Quand on est vraiment comment dire à 1 milliseconde près, il faut faire attention. Donc si je prends la classe vector l'année, vous allez voir donc dans la classe vector la méthode addElement. Je prends addElement par exemple. Alors normalement, bon, on ne voit pas le code, mais à l'intérieur, il y a un... C'est pas synchronized ici, mais elle est synchronisée, elle fait un synchronized 10. Bon, on ne le voit pas, je pensais qu'on allait le voir dans la signature, mais on ne le voit pas. Donc normalement, le vecteur est thread safe. Je ne sais pas s'il y a une indication dans l'API.
Donc vous pouvez regarder dans Javadoc hein, si les méthodes sont synchronized ou pas. Mais il me semble que oui. Hein. Il n'y a pas une indication directe ici. Normalement, si vous regardez le vecteur thread safe. Bon, est-ce que s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut avancer et faire un nouveau chapitre? En fait, il n'y a pas de questions. Pourquoi est-il important, maintenant, avant de passer à nos chapitres, pourquoi est-ce que je vous ai parlé des trades dans le cadre de ce cours? Allez, je n'ai pas de dans le cadre du cours de l'application répartie. Farid, Mohamed, Emna. خاطر كي يبداو زوز يستعملوا في البروغرام يبداو يخطوا. Oui, en principe, effectivement, parce que quand on a souvent du fait du réparti, quelque part, on met une ressource unique à la disposition de beaucoup de clients. Donc, la première question, c'est comment protéger, comment rendre cette ressource thread safe. Quand vous allez faire des bases de données, toutes les bases de données sont réfléchies pour être thread safe. Et ensuite, la deuxième question à laquelle on cherche à répondre, c'est étant donné que j'ai plusieurs clients qui cherchent à faire des opérations, comment répondre plus rapidement, trouver un système pour répondre plus rapidement à chacun des clients. Ça veut dire on essaie de réfléchir non pas en file d'attente, mais le client l'ouleni, j'ai le client l'ouleni. Le client, ça veut dire une requête qui arrive, une demande qui arrive. Je réponds d'abord au premier. Quand j'ai fini le premier, je démarre le deuxième. Quand je finis le deuxième, je démarre le troisième. Un son un. Le risque, c'est que le troisième ou la quatrième ou le deuxième client se voit pénalisé. Donc, à part le fait de protéger la ressource commune, l'idée, c'est de trouver un moyen pour accélérer les performances du système. Et après, effectivement, dans le génie logiciel, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de techniques et on va essayer de les voir cette année. Donc, on peut utiliser les threads, mais aussi un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le asynchronisme. Donc, on va basculer vers un nouveau chapitre. Juste 10 secondes, s'il vous plaît. Donc, on reprend ici avec un nouveau cours, c'est la programmation réseau. Alors, pourquoi on parle de la programmation réseau dans le cadre de ce cours? Parce qu'on va se rendre compte que qui dit réparti dit forcément pouvoir envoyer des données à travers le réseau vers un autre système. Vous avez vu que dans RMI, en fait, le développeur ne se soucie pas du tout, il ne se pose aucune question sur les mécanismes, plutôt bas niveau qui sont déclenchés. Et les mécanismes haut niveau sont déclenchés, pris en charge par les amorces, ce qu'on appelle les stops. Mais c'est important aussi de savoir qu'à un moment donné, ce qui se passe un petit peu dans dans les entrailles du système. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu comprendre la programmation réseau, dans le sens où vous pouvez vous-même ouvrir vos connexions, vous pouvez vous-même envoyer vos messages et vous pouvez recevoir des messages sur des connexions entre guillemets de bas niveau. D'accord? Alors ici, pourquoi c'est important aussi? Parce que c'est utile partout.
Ça va impliquer l'utilisation des couches basses, mais bien que ça va être très très facile à faire, ça va permettre aussi de faire de la communication entre serveurs, d'accord? Donc on va pouvoir envoyer et recevoir des données à travers le réseau, d'accord? Donc on peut dire aussi que la programmation réseau, vous l'avez utilisée en RMI, mais sans vous en rendre compte. Et d'une manière un peu plus générale, bon, c'est une introduction générale, hein. Pourquoi on fait du réparti? Ça rejoint pourquoi faire de la programmation réseau, là, pourquoi faire du réparti, c'est la même chose. D'accord? Parce que, en fait, on a remarqué que l'utilisation la vitesse des réseaux a augmenté beaucoup plus vite que celle des machines. Ça veut dire que le nombre de transistors dans un processeur double tous les 18 mois, c'est la loi de Moore, alors que la vitesse des réseaux double tous les 9 mois, donc 2 fois plus vite. D'accord? Donc ici, il n'y a aucune restriction, aucune limite à l'utilisation du réseau pour envoyer des demandes à travers le réseau. Donc quelque part, ça veut dire quoi? Si je fais du réparti, je suis sûr que le réseau va suivre. Il n'y a aucun problème pour que le réseau puisse supporter la charge et la demande. Entre 1986 et 2000, les CPU ont augmenté de 500 en termes de nombre d'instructions par seconde et les réseaux ont augmenté leur débit de 340 000 fois. Aucune inquiétude à avoir sur l'avenir du réparti. D'accord? Donc, ce qu'il faut aussi savoir, d'une manière d'ailleurs plus générale, c'est qu'on peut classifier le réparti en deux familles. Alors, la première famille, c'est ce qu'on appelle les communications synchrones. Et la deuxième famille, c'est la communication asynchrone. D'accord? On peut le voir d'une manière générale. Ça veut dire quoi une communication synchrone? On les appelle aussi les communications bloquantes. Qu'est-ce que m'en fait, Hélène? Oui, madame. Oui. Alors, et je parle bien d'une manière générale. Bloquante ou synchrone, ça veut dire que quand j'envoie une demande ou une requête, je reste en attente, je reste bloqué. Ça veut dire le client, celui qui envoie la demande. Il ne peut pas avancer dans son code ou dans la suite des instructions tant qu'il n'a pas reçu de réponse à la demande. Alors, il y a aussi des communications asynchrones. J'envoie une requête asynchrone, je continue à faire mon travail par ailleurs, ou je fais la suite des instructions, et quand la réponse arrive, ben, tant mieux, je la prends. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de la vie courante d'une communication synchrone ou bien d'une communication asynchrone? Ça veut dire d'un appel bloquant ou d'un appel non bloquant. C'est de la vie courante, hein. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Surtout asynchrone. C'est l'asynchrone. L'asynchrone, c'est quand vous envoyez un SMS, quand vous envoyez un email. Brabbi, est-ce que tu peux me donner, par exemple, me prêter ton livre? Voilà, tu envoies un email, tu demandes quelque chose à l'administration. Tu ne vas pas t'arrêter ou la faire attendre, rester devant ton PC à attendre la réponse. Tu envoies un email, l'email va arriver quelque part, il va être traité et ensuite tu vas recevoir une réponse. Mais ça ne t'empêche pas d'avancer par ailleurs. Donc en termes de code, en termes d'instruction, quand j'envoie une méthode qui est bloquante, une méthode M est bloquante, ou elle est non bloquante, je peux faire la suite des instructions sans attendre le retour de la méthode M. Par contre, une méthode bloquante, c'est quand je reste en attente. Bon, ça peut ressembler un petit peu aux appels téléphoniques. Tu composes un numéro, tu le mets dans ton oreille, tu attends. Tu attends que quelqu'un décroche, tu lui demandes quelque chose, il te répond et tu raccroches. Mais généralement, tu ne peux pas faire autre chose. D'accord? Sauf si tu es multitâche, etc. Donc déjà, on peut se dire que, d'une manière générale, on peut subdiviser les applications réparties ou les appels distants en appels synchrones, bloquants, ou en appels asynchrones, non bloquants.
Question maintenant. Est-ce qu'on peut passer du bloquant à non bloquant? Je répète, j'envoie une demande. Je reste en attente. Quand je reçois une réponse, j'avance. Est-ce que je peux transformer cet appel qui est bloquant en un appel non bloquant? Alors, c'est une question. Vous ne le faites jamais dans la vie courante. Vous faites forcément ça dans la vie courante. Comment je passe du bloquant au non bloquant? Samir, Ben Mim, Emna Chaniour, Moaz Bakouche, Mohamed Saïd Hamidi. Vous avez une idée ou pas? Est-ce que je peux passer d'un appel bloquant à un appel non bloquant? Vous comprenez d'abord la différence entre un appel bloquant et un appel non bloquant? Je m'explique. Si je fais une classe de test, j'ai pris l'exemple, mais vraiment le B à bas. Est-ce que ça, c'est un appel, l'addition? Est-ce que c'est un appel bloquant ou pas? Le fait de mettre int i égale 2 plus 3. Ça veut dire, est-ce que je peux afficher j tant que je n'ai pas le résultat de 2 plus 3? Bloquant. Hein? Non. Bloquant. Oui ou non? Donc, supposons l'année, je matérialise cette tâche qui est basique l'année en faisant une boucle for. Et égal à 10. Ça peut matérialiser n'importe quelle demande. بربي يشوف لي الدوسي نتاعي تخدم ولا n'importe quelle requête tant que i est inférieur à 10. Je fais i égale à i plus 1. Je fais une k égale à 0. K égale à k plus 1. L'exemple peut vous paraître banal, mais ça peut matérialiser n'importe quelle tâche. N'importe quelle tâche, une envoi d'une demande RMI, un calcul, etc. Ça, c'est pour matérialiser une tâche. Et ça, c'est pour matérialiser une autre tâche. Ça, cette tâche a une durée, cette tâche a une durée. Est-ce que cette tâche-là peut démarrer avant la fin de cette tâche? La réponse est non. Ça veut dire que quelque part, cette tâche est synchrone, elle est bloquante. Puisque je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas fini ce job-là. La question que je reprends, est-ce qu'il y a un moyen d'afficher J indépendamment de cette tâche-là? رضا asynchrone. كيفاش ردوها asynchrone؟ Je ne suis pas obligée d'attendre la fin de la tâche 1 pour faire la tâche 2. La tâche 2, elle finira quand elle finira. Donc, comment je fais? كان نقول لكم الكاستيون هذه جات في الدي اس الناس الكل تو تفيق في الاكزامان ولا في الدي اس والله ما نعرف. مادام اللي قبيله قرينين نجم نحط مثلا في ثريد واحد نعطيوها. Voilà exactement. La réponse, souvent, on peut basculer entre les deux mondes. On peut basculer entre le monde bloquant et le monde non bloquant. Quelle tâche j'ai? Je demande à un frère de l'exécuter.
quelle que soit la tâche, une requête RMI, un accès base de données, etc. وهذه نخلي thread واحد آخر exécuter. Je les démarre. Ça veut dire que le thread, la tâche هذه n'est plus dépendante de la fin de l'exécution de cette tâche pour démarrer. Donc on peut quelque part toujours trouver un moyen pour transformer un appel bloquant en un appel non bloquant. En fait كأنك عندك تعرف في تليفون تعطي صاحبك تقول له بربي اقعد استنى كي يجاوب وقول له هكا وانت تمشي على روحك تعمل حاجة أخرى. Donc ce ne sont pas des mondes complètement isolés. Il y a toujours un moyen technique pour passer de l'un à l'autre et le moyen technique c'est les threads. D'accord. Voilà. Donc je peux envoyer une tâche RMI. Quand le RMI qui تعيط par exemple une méthode distante, tu es obligé ما تنجمش تقدم في الكود كان نجي في الRMI لهنا ونعمل un appel RMI. Eh bien, ce qui suit l'appel RMI, tant que je n'ai pas reçu la réponse du serveur, je ne peux pas avancer. Deux scénarios. Soit je dépends de la réponse du serveur, dans ce cas, tant mieux si c'est bloquant. Deuxième scénario, je ne dépends pas, voilà, il y a une portion de code qui ne dépend pas de la réponse du serveur, eh bien, je peux demander à un thread de lancer l'appel RMI et de faire autre chose en attendant. D'accord. Donc je peux faire un appel, demander à un thread de faire un appel RMI. Demander à un thread. En attendant, je peux toujours faire les deux tâches Hadoum. Les deux tâches Hadoum à condition qu'elles ne dépendent pas du retour de cet appel RMI. Okay. Donc, il y a des communications synchrones. Bon, typiquement, j'envoie un appel ou là j'envoie un paquet pour être plus technique et on attend le résultat, voilà un accusé de réception. Alors, et le receive, d'une manière un peu plus générale, donc j'envoie. Et il y a des receives, ça veut dire qu'on va bloquer le processus jusqu'à ce qu'il reçoive des données. On va rentrer dans des détails. Alors, ensuite, il y a un envoi de paquet et le processus continue immédiatement. Et puis, il y a ce qu'on appelle un receive, ne bloquons pas le processus. Il faut utiliser, dans ce cas, un système de scrutation pour traiter les messages reçus. Alors, c'est très important, le send, il est côté client. C'est le client qui envoie. Et le receive, il est côté serveur. Ça veut dire aussi, pour entrer un peu dans les détails, ça veut dire que le client peut être synchrone ou asynchrone et le serveur peut être synchrone ou asynchrone. Là, je confirme toute la nuance et on va la détailler. Ça veut dire que le client qui envoie un send, il peut rester en attente d'un accusé de réception. Ou il envoie un send et il continue immédiatement. Ça, c'est ce qui se passe côté client en termes de client synchrone ou la client asynchrone. Maintenant, je peux aussi avoir un serveur qui traite les demandes de manière synchrone ou asynchrone. Je m'explique. Le serveur reçoit. Ça veut dire que le serveur reçoit une demande, il traite cette demande et il revient. Donc, il reste en attente. Le serveur ne fait rien tant qu'il n'a pas reçu des données. Quand il reçoit des données, il les traite et il revient. Ou il y a un receive qui n'est pas bloquant. Donc, le serveur travaille de son côté, il fait autre chose. Ah, il y a un message qui est arrivé, je le traite. Et puis, je vais faire autre chose. Dans le premier cas, le processus du serveur est bloquant. Ça veut dire que le serveur reste en écoute permanente. Il ne fait rien, il écoute. Il fait un receive. Quand il reçoit quelque chose, il la traite et il revient à écouter. Dans le deuxième cas, en fait, il y a une sorte de file d'attente dans lequel les demandes sont reçues, et puis le serveur décide quand il veut d'aller les traiter, de faire une scrutation pour traiter les messages reçus. Donc, en fin de compte, l'asynchronisme peut être vu et décrit soit côté client, soit côté serveur. Donc, je reviens, s'il vous plaît, ici, 2 minutes, là, je reviens.
Je vais vous demander simplement de patienter 2 minutes, s'il vous plaît, hein. Je reviens. Merci.
Bon, on va reprendre donc. Donc, il faut bien, donc j'insiste bien sur le fait que l'asynchronisme soit peut être traité côté client. Donc, le client envoie la demande et fait autre chose. Là, le client est asynchrone. Ou là, le client envoie une demande et attend une réponse. Le client est synchrone. Côté serveur, le serveur peut être aussi classé en mode synchrone ou asynchrone. Ça veut dire que le serveur, il reste à l'écoute des messages qui arrivent, il ne fait rien. Il reste tout le temps en écoute. Il reçoit une demande, il la traite et il revient à écouter. Ou le serveur est asynchrone. Tiens, il y a un message qui est reçu, il le traite, il fait autre chose. Ensuite, on le notifie en fait qu'il y a un nouveau message, il revient, il traite le message et ensuite il fait autre chose. Donc par exemple, si on prend le cas de RMI, tel qu'on l'a fait, RMI, le client est synchrone et le serveur est synchrone. Voilà. Alors, bon, toutes les applications aujourd'hui utilisent le réseau, hein, d'accord. Les news, les serveurs de fichiers, serveurs de news. On a vu les applications distribuées comme RMI. On va voir plus tard, vous allez voir en 3e et 4e année qu'il y a des composants distribués plus évolués qu'on appelle les EJB. Si les EJB, bien sûr, ça évolue tellement qu'on peut voir des technologies disparaître et apparaître très rapidement. Est-ce que vous m'écoutez? Juste, je vérifie, le micro est ouvert. Oui. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir que si l'objectif de cette partie, c'est un petit peu de descendre un peu dans la technicité, sans pour autant que ce soit complexe. Hein. Quand vous communiquez, quand un client communique avec un serveur en utilisant les couches réseau, il a besoin de connaître un certain nombre d'informations. Comme lorsque une personne cherche à communiquer avec, par exemple, l'INSAT. Elle connaît le numéro de téléphone de l'INSAT et, par exemple, elle va chercher à s'adresser au département Matinfo. Donc, il y a généralement un numéro interne. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il faut connaître l'adresse du serveur et l'identification d'un service précis au sein de ce serveur. Est-ce que vous savez comment on identifie un serveur? L'adresse IP. Est-ce que vous avez une idée comment... Hein? Pardon? مش اسمع فيك صوتك مقطعة. Adresse IP. شكون تكلم؟ Il y a des domaines DNS aussi qu'on appelle le DNS, Domain Naming Service, qui permet d'associer un nom à chaque serveur. Par exemple, je peux appeler yahoo.fr ou alors si je connais l'adresse IP de Yahoo, je peux la taper directement. Mais quand j'écris yahoo.fr, en fait, il y a des routeurs intermédiaires qui vont traduire ce nom en adresse IP. C'est l'adresse IP. Maintenant, ce numéro qu'on appelle numéro de service interne, comme je fais à quoi il correspond? Par exemple, quand on a cherché le RMI à communiquer avec l'annuaire, le RMI Registry. On a désigné l'annuaire par quoi? Par son nom, par un nom. Et est-ce que l'annuaire démarre sur un service particulier? Comment est-ce qu'on appelle le service sur lequel l'annuaire a démarré et quel est son numéro? Vous vous rappelez de RMI? Alors, je vous rappelle un petit peu. Le RMI, c'est le... Quand on a cherché à communiquer avec le serveur RMI,